On a tous de l'argent dans nos portefeuilles, mais on pense rarement aux règles, souvent invisibles, qui le gouvernent. Et pourtant, ces règles ont été écrites il y a des décennies. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire, une histoire assez fascinante et parfois chaotique de la quête d'une monnaie mondiale. La question de départ, elle est toute simple. Comment est-ce qu'un bout de papier, disons 1 $, a bien pu devenir la référence pour le monde entier? Comment sa valeur a-t-elle été complètement déconnectée d'un objet physique comme l'or? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps. Alors, avant le dollar, il y avait l'or. La toute première tentative de créer un ordre financier mondial, elle reposait sur ce métal. Un métal précieux, reconnu par tout le monde. C'était l'âge de ce qu'on appelle l'étalon or. Le principe était, franchement, d'une simplicité redoutable. Imaginez que chaque billet de banque n'était en fait qu'un simple reçu. Un reçu qu'on pouvait à tout moment aller échanger contre une quantité bien précise d'or. Ça garantissait des taux de change fixes entre les pays et, en théorie du moins, une stabilité à toute épreuve. L'argent, c'était littéralement de l'or. Sauf que ce système avait un énorme défaut, sa rigidité. Un pays ne pouvait pas juste décider d'imprimer de la monnaie pour relancer son économie, non, car tout dépendait de ses réserves d'or. Et puis, en réalité, tout le monde dansait au rythme imposé par une seule monnaie, la livre sterling. C'était donc moins un étalon or qu'un étalon sterling, en quelque sorte. Mais cet ordre si rigide, il n'a pas résisté aux grands chocs du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, toute sa structure a commencé à craquer. Et le coup de grâce, il est arrivé en 1931, quand la Grande-Bretagne elle-même a jeté l'éponge et abandonné l'or. À ce moment-là, tout le système s'est effondré et le monde a été plongé dans un véritable chaos monétaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le système financier est en ruine. Une question s'impose alors à tous. Comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Les dirigeants du monde entier se réunissent pour réécrire complètement les règles du jeu. C'est la conférence de Bretton Woods en 1944. Et l'objectif, il est on ne peut plus clair. Il faut créer un système bien plus solide. Un système qui puisse garantir la stabilité dont le monde a désespérément besoin pour se reconstruire et pour commercer. Bref, fini le chaos. La nouvelle structure, c'est une sorte de pyramide. Tout en haut, l'or, ça reste la valeur de référence ultime, mais juste en dessous, le dollar américain devient le pilier central. C'est la seule monnaie qui est encore convertible en or. Et puis, à la base de la pyramide, toutes les autres monnaies du monde, elles, sont fixées au dollar, l'étalon de l'arène. Et pour que tout ça tienne debout, il fallait un arbitre. Cet arbitre, ce sera le Fonds monétaire international, le fameux FMI. Sa mission, aider les pays qui traversent des difficultés passagères, par exemple un déficit commercial, pour s'assurer que tout l'édifice reste bien stable. Et pourtant, ce système, qui a été conçu pour être le summum de la stabilité, cachait en fait une faille. Une faille fatale, un paradoxe qui allait, petit à petit, le mener à sa perte. On va voir comment. Voilà le paradoxe, le problème au cœur du système. Pour que l'économie mondiale puisse grandir, il fallait de plus en plus de dollars. Les États-Unis devaient donc en fournir au reste du monde. Mais plus il y avait de dollars en circulation, moins la promesse de pouvoir les échanger contre de l'or américain devenait crédible. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. En à peine 20 ans, le monde est passé d'une pénurie de dollars à une véritable inondation. Les économistes parlent d'une pléthore de dollars. La confiance a commencé à s'éroder et la pression sur les réserves d'or américaines est devenue tout simplement intenable. Le moment de vérité arrive le 15 août 1971. Le président Nixon, qui fait face à des demandes massives de conversion en or, notamment de la part de la France, prend une décision radicale, unilatérale. Il coupe le lien. C'est fini. Les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar. C'est la fin brutale de l'ère de Bretton Woods. On entre alors dans un monde complètement nouveau. Un monde sans encre, sans référence fixe. C'est le début de l'ère des monnaies flottantes. Une ère de flexibilité, oui, mais aussi de très grande incertitude. Le changement est total. On passe d'un système où les monnaies étaient comme enchaînées les unes aux autres à un système beaucoup plus souple où leur valeur est décidée chaque jour par l'offre et la demande sur les marchés. C'est un peu comme si on passait de rails de chemin de fer bien droits à une mer très agitée. Et cette nouvelle liberté, bien sûr, elle a un prix. La volatilité des monnaies explose, la spéculation aussi, le dollar, qui est en plus affaibli par l'inflation, perd de sa superbe, et pendant ce temps, d'autres monnaies, comme le mark allemand et le yen japonais, montent en puissance. Le jeu économique mondial devient soudainement beaucoup plus imprévisible. Face à cette incertitude devenue la norme, certains se sont mis à chercher une nouvelle forme de stabilité. Et une réponse très concrète a émergé en Europe, l'idée de créer un bloc monétaire, un bloc puissant. L'euro, attention, n'est pas né par accident.
pas du tout. C'est vraiment l'aboutissement d'un projet politique mené sur plusieurs décennies. Une vraie quête de stabilité régionale dans un monde devenu instable. De la création du système monétaire européen en 79 jusqu'au lancement officiel de la monnaie en 99, chaque étape a été mûrement réfléchie. L'euro n'est donc pas qu'une simple monnaie, c'est une véritable institution. Elle est gérée par la Banque centrale européenne, dont la mission principale est d'assurer la stabilité des prix. Et surtout, l'euro représente le premier vrai concurrent au roi dollar depuis des décennies. Une source que nous avons consultée décrit cette nouvelle dynamique mondiale avec une image très parlante. La bataille entre le roi dollar fatigué et le prince euro se déroulerait. On a vraiment cette idée d'un monarque un peu vieillissant, défié par un jeune prétendant plein d'ambition. Et cette bataille, elle se joue sur 3 grands fronts. Le premier, c'est la géographie. Quelle monnaie domine quelle zone d'influence? Le deuxième, ce sont les marchés financiers. Quelle devise attire le plus les investisseurs? Et le troisième, c'est le commerce. En quelle monnaie sont facturées les marchandises qui s'échangent à travers la planète? Après un siècle d'ordre construit puis détruit, la question reste entière. Est-ce que cette rivalité entre le dollar et l'euro n'est finalement qu'une étape avant le grand chapitre final? Et si l'avenir de l'argent n'était ni l'un ni l'autre, mais une monnaie mondiale unique? Pour l'instant, l'histoire n'a pas encore livré sa réponse.